À l'une de ce journal, c'est la fin de la visite du pape François de près de 4 jours. Le chef de l'église catholique romaine a été conduit ce samedi à l'aéroport de Ndjili pour le Soudan. Et puis, le Cameroun est assuré d'obtenir 74,6 millions de dollars américains du FMI. C'est là après un accord trouvé entre les deux parties au titre de facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président du Burundi, qui est aussi le président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, a convoqué pour ce samedi une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Ce rassemblement aura pour objet la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et les tensions persistantes entre Kigali et Kinshasa. Voldy Kengi pour les détails. Les dirigeants de la région ont confirmé leur participation jusque-là. Cependant, Salva Kiir Mayardi devrait s'absenter suite à la visite du pape François au Soudan du Sud dès ce vendredi soir. Côté Kinshasa, Félix Tshisekedi sera bel et bien présent d'après son cabinet. Une équipe d'avance est déjà présente dans la capitale burundaise à cet effet. La partie rwandaise devrait également être présente au plus haut niveau d'après les sources de la rédaction de Géopolis. Ce sommet intervient 4 jours après l'expulsion de 3 officiers rwandais déployés dans le cadre du commandement de la force régionale de cette organisation sous-régionale. Kinshasa a expliqué cette décision par des raisons sécuritaires, ce qui agace le secrétariat exécutif de l'EAC qui a adressé une correspondance dans ce sens à Christophe Lutundula. La tension est montée d'un cran entre Kinshasa et Kigali ces dernières semaines. Il y a une semaine, s'exprimant devant le Parlement de son pays, Vincent Biruta, chef de la diplomatie rwandaise, interprétant les propos de Félix Tshisekedi, disait qu'il était convaincu que le président congolais travaillait pour renverser les pouvoirs de Kigali à travers, d'après lui, une collaboration entre le FDLR et les FARDC. Le 1er février, Vincent Biruta s'est entretenu avec la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman. La diplomate américaine a souligné le soutien des États-Unis à la médiation régionale sur l'Est de la RDC et au dialogue mené par l'Angola et la communauté d'Afrique de l'Est et a insisté sur l'importance de l'action de toutes les parties pour mettre fin aux conflits militaires et accélérer les processus politiques. Je l'ai dit en titre, c'est la fin de la visite du pape François en République démocratique du Congo, spécialement dans la ville de Kinshasa, une visite placée sous les signes de la réconciliation en Jésus-Christ. Le chef de l'État du Vatican a pris son avion pour le Soudan du Sud où il est arrivé la journée de ce samedi. Je vous propose de suivre ici comment le pape François a quitté de la ville de Kinshasa. 7 heures passées de quelques minutes sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili, l'équipe de pilotage et toute la suite qui accompagne le pape investit les lieux, prête pour l'embarquement. Bagages rangés, tout est déjà au point pour le départ du Saint-Père. C'est un dispositif sobre et restreint qui précède l'arrivée du pape à l'aéroport. Juste un échantillonnage requis pour accompagner dans la sérénité le départ du pape François. Vient alors le tour des officiels et autres acteurs socio-administratifs qui arrivent à tour de rôle, suivant l'ordre établi par le protocole. L'instant est empreint de beaucoup d'émotions. Le plus heureux de tous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a gagné son pari. Installé au salon du pavillon présidentiel, le chef de l'État est venu accompagner son invité de marque et père spirituel d'une multitude de chrétiens. Arrive enfin le cortège du Saint-Père, accueilli à l'entrée du pavillon par le chef de l'État. Le temps d'un aparté de quelques minutes entre les deux personnalités dans ce cadre VIP où se trouvent également quelques officiels venus recevoir la bénédiction du prince de l'Église. Suivra alors la cérémonie d'au revoir agrémentée par la fanfare de la garde d'honneur. Heureux qui, comme le pape François, a effectué un beau voyage, pourrait-on lire visiblement du visage du Saint-Père. Sur son sacré fauteuil roulant, avec à ses côtés le président de la République, le pape, encadré par sa suite, a arpenté le tapis rouge, déroulé pour la circonstance, jusqu'à prendre place à bord de son avion de pèlerin, l'Airbus de l'ITA Airways, qui s'envole pour Djouba, capitale du Soudan du Sud. Des instants d'adieu émouvants. Rencontrer le Saint-Père, c'est le souhait de tout prêtre. Et le voir, quelqu'un de grand, si grand comme lui,
Mais en face, il est tellement simple que vous êtes déconcerté quand vous le rencontrez. C'est un modèle de l'autorité, un modèle de la responsabilité. C'est une bénédiction pour notre pays et spécialement le pape 38 ans après. C'est une très grande bénédiction. Nous sommes sûrs qu'il a entendu les cris, il a entendu les discours du président, il a lui-même suivi les témoignages. Par ses prières, nous pensons que nous allons trouver gain de cause. Nous disons un grand merci au président de la République. Le Seigneur le protège, lui donne beaucoup de bénédictions, de courage, de protection surtout et de paix. Ainsi s'achève la mission apostolique de 4 jours effectuée par le pape François en République démocratique du Congo. L'on retiendra pour l'essentiel le message interpellateur du pape François adressé à toutes les catégories sociales qu'il a rencontrées, lequel s'est cristallisé autour des valeurs de l'humanité, du pardon, de la justice et de la réconciliation, base d'un renouveau spirituel pour un Congo réunifié. Voilà, c'est la fin de 4 jours qui nous a tenus tous en haleine. Mais après ces 4 jours d'intenses activités à Kinshasa du pape François, qui est déjà au Soudan du Sud, j'allais dire. Alors, que devons-nous retenir de ce déplacement? Élément de réponse dans ce récit de Patience Lokeki d'Amani Mujinga. Visite en République démocratique du Congo, le pape François a quitté la ville de Kinshasa, mais avant de prendre son avion, le souverain pontife s'est d'abord entretenu avec les évêques au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Durant cette dernière rencontre, le Saint-Père a mis un accent particulier sur les devoirs et défis des évêques ayant la charge des 48 diocèses de la RDC. 4 grandes journées ont constitué l'ensemble de la visite papale en RDC. Il a apporté aux Congolais un message de paix et de réconciliation sur lesquels il a insisté à chaque prise de parole. Mardi 31 janvier, premier jour, le pape a été accueilli chaleureusement par les Kinois. Il a ensuite été reçu par son homologue, le chef de l'État Félix Tshisekedi, au Palais de la Nation où il a tenu un discours en présence des autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique. Des messages forts ont été livrés, notamment celui à l'ordre des puissances mondiales. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique. Au 2e jour de sa visite, le pape François a donné un message de paix dans son homélie lors de la messe organisée à l'aéroport de Ndolo, où un peu plus d'1 million des fidèles catholiques et autres avaient répondu présents. Après cette messe, il a rencontré quelques victimes des massacres dans l'est de la RDC, faute de son déplacement à Goma. Tout ému, les souverains a lâché « Vos larmes sont mes larmes, votre souffrance est ma souffrance ». Le jeudi 2 février, le pape argentin a rencontré les jeunes au stade des Martyrs. Il a tenu un message d'espoir tout en leur proposant 5 ingrédients pour un meilleur avenir de leur pays. Il les a invités à bannir les antivaleurs comme la corruption, le tribalisme, qui sont des négations de la communauté. Le même jeudi, le chef d'État du Vatican a rencontré les prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes. Il est revenu sur les nombreux défis de l'Église congolaise et a rappelé l'importance de servir le peuple comme témoin de l'amour de Dieu. Voilà, on va rester sur cette visite. Le passage du Saint-Père de l'Église catholique n'a pas laissé les acteurs sociopolitiques indifférents. On peut lire dans plusieurs réactions une lueur d'espoir pour la cause du Congo-Kinshasa. Suivez quelques réactions concoctées dans ce récit de la rédaction de Géopolis Télévision. À la messe dite par le pape François mercredi 1er février à l'aéroport national d'Indolo, plusieurs personnalités politiques et sociales ont marqué de leur présence. C'est du moins le mérite de cet événement qui a pu mettre ensemble toutes les sensibilités, opposition comme pouvoir. Déjà, en date du 26 janvier, 5 jours avant la venue du pape, le président du MLC Jean-Pierre Bemba lançait les messages de mobilisation. C'est avec un grand honneur que nous recevrons le souverain pontife sur notre sol le mardi 31 janvier 2023. Soyons des hôtes attentionnés en manifestant notre légendaire hospitalité congolaise. Mobilisons-nous pour lui réserver un accueil digne, chaleureux et fraternel, avait-il tuté sur son compte officiel. C'est aussi le cas de Délice Sanga, député national et président du parti politique En Vol.
Au-delà de nos divergences politiques, réjouissons-nous ensemble de cette visite du souverain pontife, le pape François. Souhaitons que l'organisation et les différentes étapes de la visite fassent honneur à notre grand pays et à son peuple. La présence du pape François en RDC, sa voix qui représente une puissance mondiale, constitue aussi un espoir de changement profond des habitudes au pays. Le prix Nobel 2018 Denis Mukwege est de ceux qui pensent ainsi. Le pape François est une voix puissante pour aider à la libération des peuples opprimés et pour dénoncer la corruption, l'injustice et la dictature. L'Église a besoin d'autres voix prophétiques pour changer notre monde. Peuple congolais, mobilisons-nous pour recouvrer nos libertés. Martin Fayulu, quant à lui, a décidé de mettre en pratique le pardon exhorté par l'évêque de Rome. Je remercie le pape François d'avoir éclairé le monde sur la situation sécuritaire, sociale et politique de la RDC. J'ai accordé le pardon à ceux qui ont volé la victoire du peuple. Je suis engagé pour les élections transparentes, impartiales et apaisées en 2023, a écrit le président de l'engagement citoyen pour le développement SID. Après son séjour à Kinshasa, le pape François vient d'être accueilli au Soudan du Sud où il fera 2 jours. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette page de la visite du pape à Kinshasa. Autre chose à présent, la lutte contre le système de prête-nom, c'est l'objectif du protocole d'accord que vient de signer la ministre des Mines Antoine Ntsamba Kalambaye avec le directeur général de l'ARSP. La cérémonie de signature a eu lieu ce vendredi 3 février au cabinet de travail de la ministre Ntsamba Kalambaye. Suivez. Le 26 janvier, au cours des échanges entre Madame la ministre de Mines Antoinette Ntsamba Kalambaye et le DG de l'ARPES, autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, aujourd'hui, c'est chose au fait. Ce vendredi 3 février 2023, le cabinet de travail de la patronne de mines a servi de cadre à la signature d'un protocole d'accord pour les contrôles des sociétés minières de la RDC. Selon le DG de l'ARPES, Miguel Katem Kachal, la signature du protocole d'accord de ce jour avec la ministre de Mines vise entre autres la lutte contre le système de prête-nom, c'est-à-dire la non-implication de Congolais au sein de l'administration d'une entreprise et les relèvements de développement de la classe moyenne. Ces protocoles d'accord consistaient aux échanges des informations et à l'accompagnement du ministère des Mines dans les secteurs de la sous-traitance minière. Vous savez qu'il y a beaucoup de défis, surtout dans les secteurs miniers, et que nous avons voulu être accompagnés par le gouvernement de la République au travers les ministères des Mines. Et je pense que nous avons aussi signifié que d'ici là, nous allons faire le contrôle. Et je pense que le contrôle sera orienté par rapport au texte légal, en rapport avec la création de l'ARSP qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance. Les défis, par exemple, dans les secteurs miniers, il y a les systèmes de prête-nom. C'est un système que nous allons beaucoup combattre, où il y a des Congolais figurants, prétendument actionnaires. Mais en réalité, ils ont juste aidé à la constitution d'une société de sous-traitance. Ce n'est pas de cette façon qu'il y aura des millionnaires attendus par notre population. Donc nous allons remettre de l'ordre dans ces secteurs. Nous voulons que les parts sociales détenues par des Congolais, que ce soit des parts sociales réelles, non pas des parts sociales fictives. Cette structure étatique conduite par M. Miguel Katem Kachal milite pour le redressement des sociétés privées dans le domaine de la sous-traitance, selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant à la ministre de Mines, Antoinette Ntsamba Kalambaye, par cette signature, elle est déterminée à matérialiser la vision du chef de l'État en vue de booster son secteur. Dans le domaine sanitaire, la zone de santé de Moulumba fait face à une épidémie de rougeole depuis fin 2020. Au moins 35 décès, en majorité des enfants de moins de 5 ans, ont été enregistrés. Voldy King nous en dit plus. La chaîne de transmission de cette maladie, Médecins sans frontières a déployé depuis janvier dernier une équipe de vaccination. Lors de la première phase de cette opération, plus de 76 500 enfants de 6 mois à 9 ans ont été vaccinés sur les 76 700 entendus, soit un taux de réussite de près de 99,8%. Sur place, MSF appuie également cette structure de santé où elle a pris en charge 3270 patients de la rougeole, 418 enfants de moins de 5 ans souffrant de la malnutrition aiguë sévère ont été également
également pris en charge. 4 décès liés à l'épidémie ont été enregistrés. Des cas de paludisme qui présentent des complications sont transférés à l'hôpital général de Moulumba, dans le coin le plus reculé de la RDC comme la zone de santé des Moulumba. Le maintien de la chaîne de froid entre 2 et 8 degrés Celsius pour conserver l'efficacité du vaccin est un défi majeur dans la lutte contre des épidémies. À cela s'ajoute l'état des routes qui ne facilite pas l'acheminement des équipements, frigos, groupes électrogènes, etc. Explique Joseph Moussakane, responsable de l'intervention MSF dans la zone de Moulumba. Par ailleurs, la campagne de vaccination se poursuit dans la zone de Moulumba avec la deuxième phase. La rougeole est une maladie évitable, mais pour cela, il faudrait une couverture vaccinale de 95% chez les enfants avec 2 doses par enfant et des campagnes de rattrapage régulières pour vacciner ceux qui passent entre le mail du filet. Les chiffres officiels du ministère de la Santé indiquent que la couverture vaccinale en RDC était de 82% avec une dose en 2021. On va parler sport dans ce journal. La Confédération africaine de football a, dans une notification, informé à l'SV Club que ces 2 matchs aller et à domicile comptant pour la phase des groupes de la Ligue des champions africaine se joueront à huis clos. C'est là, sans pour autant mentionner les raisons exactes de cette décision. Blessure Kouzola pour les détails. La Confédération africaine de football vient de mentionner dans son programme que les 2 premiers matchs de l'AS Vita Club en phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF au Stade des Martyrs vont se jouer à huis clos. Une notification surprenante à en croire le dirigeant de Vita Club, car la CAF n'a pas donné des raisons et cela est mentionné juste à côté du calendrier du club. Par contre, sur aucun autre match dans le programme de la C1, le huis clos n'est mentionné, excepté les 2 matchs de Moscovite de la phase aller au Stade de Martyrs. Ayant aperçu la situation, les dirigeants de Vita Club n'ont pas tardé à réagir à chaud ce jeudi 2 février en écrivant une lettre à la CAF pour demander des éclairages sur ces cas et surtout plaider pour la levée de cette sanction. Avec la détermination incontestable de la présidente Bestine Kazadi, ensemble avec son comité, il y aura une solution rapide pour permettre aux Banambongo d'assister leur club chéri Vita Club. Les 2 prochains matchs sont prévus le 18 et 25 février, respectivement contre les tricolores de Petro Atlético de Luanda et face aux Canaries algériens de la jeunesse sportive des Kabylie pour le compte de 2e et 3e journée du groupe A de la Ligue des champions de la CAF. Vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision, vous avez raison. Maintenant, on va faire place à la page internationale. Le Cameroun et le Fonds monétaire international FMI sont parvenus à un accord au titre de facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Le pays est assuré d'obtenir un financement d'environ 74,6 millions de dollars américains dès mars 2023. L'accord entre le FMI et le Cameroun porte sur des services et sur les politiques économiques pour conclure la 3e revue du programme appuyé par la FEC. Edouard Funda pour les détails. Le Cameroun et les Fonds monétaires internationaux sont parvenus à un accord au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit, a informé un communiqué de l'institution de Bretton Woods le 30 janvier 2023. Le Cameroun aura accès à un financement de 55,2 millions de droits de tirage spéciaux équivalent à environ 74,6 millions de dollars dès mars 2023. L'accord entre le FMI et le Cameroun porte sur des services, sur les politiques économiques pour conclure la 3e revue du programme appuyé par la FEC dans un contexte où les pays affichent des perspectives positives pour l'année 2023. Ce 1er février 2023, la première répercussion de l'accord entre l'État camerounais et le Fonds monétaire international est visible. Dans les stations-service, les prix du carburant à la pompe sont à hausse de 15,8% pour les super et 31,11% pour les gasoils, passant respectivement de 630 francs CFA à 730 francs CFA et de 545 francs CFA à 720 francs CFA. Ce renchérissement est consécutif à la réduction de 50% de la subvention sur les produits pétroliers instruite par le chef de l'État Paul Biya. Et puis, en juillet 2022, le gouvernement guinéen a ordonné la suspension des activités de Rio
Tinto et Winning Consortium Simandou dans le pays face à la lenteur observée alors dans la mise en œuvre des dispositions de l'accord cadre relatif au développement du grand gisement de minerais de fer Simandou. Edouard Funda une fois de plus. En Guinée, le gouvernement de transition a annoncé cette semaine la reprise en mars prochain des travaux liés à l'exploitation du minerai de fer de Simandou. Suspendu depuis juillet 2022, le développement du projet reprend après une visite de travail effectuée du 11 au 22 janvier 2023 à Pékin en Chine par une délégation guinéenne composée des membres du gouvernement et d'autres autorités impliquées dans le projet. Selon les détails fournis par la cellule de communication de la présidence, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les autorités chinoises, les deux compagnies minières actives sur le projet Rio Tinto et Winning Consortium Simandou et les représentants d'institutions publiques et financières capables d'apporter des fonds nécessaires à la construction des différentes infrastructures liées à Simandou. Notons que le plus grand sidérurgiste du monde, Shinabuaou, qui envisage d'entrer au capital de WCS afin de sécuriser un approvisionnement futur en minerais de fer, a également participé aux échanges. L'entrée de Boaou dans le projet est un signal positif de l'importance de Simandou et de l'attrait à long terme de son minerai de fer à haute teneur et à faible degré d'impureté. Selon un accord cadre signé en mars 2022, les compagnies actives sur le projet devraient mutualiser leurs investissements pour la construction des infrastructures liées au transport et à l'exportation du fer de Simandou qui se trouve dans une zone à désenclaver. L'entrée en production du projet est attendue en 2025. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres. C'est la fin de la visite du pape François de près de 4 jours à Kinshasa. Le chef de l'église catholique romane a été conduit ce samedi par le chef de l'État à l'aéroport de Ndjili pour le Soudan. Et pour l'international, le Cameroun est assuré d'obtenir 74,6 millions de dollars américains du FMI. C'est là après un accord trouvé entre les deux parties au titre de facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. C'est la fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.